le magazine des Jeux d'hiver de l'Arctique 2026, du 8 au 15 mars à Whitehorse, au Yukon. Une présentation de la Connexion Arctique, les médias francophones des territoires. L'aurore boréale au Yukon, l'Aquilon et Radio Taïga au territoire du Nord-Ouest, le Nunavut et Sefret FM au Nunavut. C'est la Connexion Arctique. Allez, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux Jeux d'hiver et de l'Arctique 2026. Pendant une heure, nous allons vous emmener au cœur d'un événement unique qui rassemble les peuples du Nord autour du sport, de la culture et du partage. Alors les amis, à partir du 8 mars 2026, la ville de Whitehorse vibrera au rythme des Jeux d'hiver de l'Arctique. Une compétition qui va bien au-delà du sport. Et oui, comprenez-le, il est question de jeunesse, d'identité nordique, de rencontres entre cultures et de fierté communautaire. Aujourd'hui, à travers cette émission spéciale de Connexion Arctique, nous lancerons officiellement notre couverture de cet événement majeur. Au programme, nous reviendrons sur l'histoire des Jeux, nous découvrirons les particularités culturelles qui rendent ce jeu-là unique et nous partagerons avec vous un témoignage marquant des Jeux de Mat-Su en Alaska en 2024. Enfin, nous vous présentons le dispositif spécial, mais combien de fois très spécial, que Connexion Arctique met en place pour vous faire vivre les Jeux au plus près. Et pour m'accompagner ce soir dans cette émission spéciale, j'ai le plaisir d'être entouré d'une équipe formidable. Formidable équipe. Alors, recevez avec moi Marine Dumaine, qui est directrice de l'Aurore boréale. Bonsoir Marine. Bonsoir Franck. Comment ça va? Ça va très très bien. Content de te recevoir dans ce studio. Et comment on se sent à Whitehorse? On se sent très excité, très fébrile de voir tout le monde qui arrive, plein de délégations, on voit les manteaux de toutes les couleurs, on voit beaucoup de monde qui viennent pour encourager aussi, on commence à voir les bénévoles qui portent leurs manteaux aussi des Jeux, très excitant. D'accord, allez, note excitante. Et sur cette note-là, nous allons recevoir Nelly Guidici. Elle est journaliste, gestionnaire de Connexion Arctique. Bonsoir Nelly. Salut Franck. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très très bien. Chaleureuse, comment ça se passe? Oui, comme disait Marine, là on est très excités de cette ambiance unique quand même qui s'annonce pour la semaine des Jeux. Moi j'ai hâte de voir comment ça va se passer cette année, surtout pour voir la cérémonie d'ouverture demain. J'imagine que tous les auditeurs ont hâte à savoir ce que nous préparerons parce que c'est elle la gestionnaire de Connexion Arctique. Alors mesdames et messieurs, ne bougez pas, il n'y a pas que Marine, il n'y a pas que Nelly, il y a aussi Angélique Bernard. Elle est journaliste et gestionnaire de contenu à l'Aurore boréale. Bonsoir Angélique. Bonsoir Franck. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Très très bien, plaisir aussi de te recevoir dans ce studio. Pareillement. Allez, comment on se sent à Whitehorse? Comment ça se passe? C'est fébrile, on voit devant les écoles les affiches avec les sports. Et déjà, à Riverdale, il y a quelques écoles où il va y avoir des sports. Mon plus jeune a des amis dans l'équipe de hockey, donc il a déjà fait son horaire. On est en train de voir où est-ce qu'on va aller. Donc tout le monde est excité. Tout est parfait. Tout est parfait. D'accord. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, il y a 3 dames. Plus moi-même. L'homme, je suis Franck Bleu, je suis gestionnaire de CFRT, la radio Nunavut. Et puis à côté de moi, il y a celui-là qui est le rédacteur en chef du Nunavut et j'ai nommé Brice Ivanovic. Bonsoir Brice. Bonsoir Franck, bonsoir tout le monde. Comment ça va Brice? Ça va très bien et toi? Alors ça va très très bien. Toi qui aimes le froid, comment tu te sens à Whitehorse? Il fait chaud. Carrément. Je te demande à être remboursé là, on m'a vendu l'Arctique, les Jeux d'hiver de l'Arctique, tout ça, il fait 2 degrés là. Donc, c'est vrai. Donc du coup, quand même tu te sens très très bien ici. Je suis en chaussettes claquettes, je peux même enlever ma tuque. Là, je vois que tu es très relax, beau gosse, là, laissez tes cheveux au vent, bonnet. J'en profite. Tout le monde a été présenté, laissez-nous le temps de nous installer confortablement, et puis cela va se faire en musique, et puis quand on reviendra là, ça sera pour tout déballer de ce programme. Ne bougez pas, on se reparle juste après. Struggles in my bones. Been climbing mountains all my life. I rise, I stand, I grow. We've got fires across the tundra, ice held for 1,000 years. We are stars.
La radio francophone d'Iqaluit, c'est frette et j'aime ça. Allez, mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous d'être avec nous. Sans plus attendre, plongeons dans l'histoire de ce que ces jeux qui occupent une place particulière dans nos cœurs représentent pour le peuple du Nord. Et puis, pour ce faire, je pense qu'on va partir directement à la première rubrique qui est l'historique des jeux. CFRT. CFRT, La radio francophone d'Iqaluit, ouverte sur le monde. De retour dans ce studio et là vous suivez l'émission spéciale les Jeux de l'Arctique à Whitehorse et c'est tout de suite que nous allons nous tourner vers Brice pour savoir ce qui est prévu toute cette semaine. Oui, cette semaine ça commence dès ce soir avec une belle cérémonie d'ouverture à Whitehorse qui est attendue par tout l'Arctique circumpolaire représenté par 8 équipes qui vont donc de l'Alaska jusqu'au nord de l'Alberta, avec le Groenland, le Nunavik, le Nunavut, TNO et Sapmi et Yukon. Donc ils vont se mesurer, ils vont s'affronter dans 20 disciplines sportives avec une forte valeur culturelle et traditionnelle, donc que ce soit avec les jeux d'aînés ou les sports arctiques. Donc c'est ça, les jeux d'hiver de l'Arctique, c'est du sport, c'est de la camaraderie, c'est du sport d'hiver, c'est de l'appartenance culturelle, et c'est un trait d'union arctique. Nelly, tu vas pouvoir un petit peu nous refaire tout l'historique de l'existence de ces jeux. Alors, ce trait d'union, en tout cas, il est l'idée de créer un trait d'union et de créer les jeux. L'idée, elle a pratiquement 60 ans. 60 ans 60 ans, ok. Oui. Il faut se remettre dans l'époque. Donc là, je vous demande de vous transposer en 1967. Alors à cette époque, il y a un membre du Parlement des territoires du Nord-Ouest qui s'appelle Bud Orange et le commissaire des territoires du Nord-Ouest qui s'appelle Stuart Oxon qui participent, en tout cas ils sont spectateurs, aux Jeux d'hiver du Canada qui cette année-là se déroulent à la ville de Québec. Donc on est en 1967. Et là, ils se rendent compte que les athlètes du Nord, donc des territoires en l'occurrence, il y a vraiment un déséquilibre au niveau des performances entre ces athlètes-là et les athlètes des provinces, tout simplement parce que les athlètes des territoires n'ont pas la possibilité, les opportunités, les infrastructures nécessaires pour pouvoir s'entraîner comme les athlètes des différentes provinces et surtout voyager et se rendre dans d'autres compétitions. Ça coûte très cher. C'est compliqué. Voilà. Donc, ils ont l'idée de créer des jeux qui seraient fait par et pour le Nord, où les athlètes de l'Arctique circumpolaire auraient l'occasion de se mesurer à d'autres athlètes qui sont aussi issus du Nord. Et le sport, mais la culture serait célébrée. Ce serait vraiment des jeux uniques. Ils soumettent leur idée au gouverneur de l'Alaska de l'époque et au gouverneur de l'Alaska, je viens de le dire, et au commissaire du Yukon qui appuient totalement leur idée. Ils trouvent que c'est une excellente idée. Et la toute première édition des Jeux d'hiver de l'Arctique a lieu en 1970 dans la ville de Yellowknife, évidemment, puisque l'idée est née de ces deux hommes politiques des territoires du Nord-Ouest. Il y a eu, alors à l'époque, il n'y avait que 3 délégations, l'Alaska, le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Maintenant, il y en a 8. Ça a bien évolué tout ça. Ça a bien évolué. La cérémonie d'ouverture a eu lieu à l'extérieur dans la ville de Yellowknife, sur l'une des grandes avenues de la capitale ténoise. Il y avait 500 personnes à l'époque. C'était pour l'époque quand même une grande cérémonie. Beaucoup de personnes qui s'étaient déplacées. Et puis, les jeux, ils ont vraiment évolué au fil des années. Par exemple, la première édition des Jeux à Whitehorse, elle a eu lieu en 1972. Puis, elle a eu lieu ensuite en Alaska, toujours entre les 3 délégations. Puis, certains pays de l'Arctique, en tout cas le Groenland, les Samis, la Russie, à l'époque, ont envoyé des délégations pour observer et pour voir à quoi ça ressemblait, pour voir quelles étaient les épreuves. Et ils se sont petit à petit ajoutés, ils se sont devenus des délégations ils ont intégré le comité, ce qu'on appelle le comité international. Oui, qui organise les jeux et qui est le comité chapeauteur en fait. C'est un peu l'équivalent, pour ceux qui ne visualisent pas trop, du comité olympique, des choses comme ça. Donc il y a un comité avec plusieurs les nations de l'Arctique et justement qui ont bâti au fil des ans ces jeux, parce que je voudrais rappeler que les Jeux d'hiver de l'Arctique sont organisés tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans, en fait, Nelly, tu parlais
qu'on puisse s'affronter entre athlètes du Nord, mais il y a un autre événement un petit peu de la même sorte, qui est d'ailleurs organisé par le comité international aussi, qui s'appelle les Jeux du Canada, donc qui ont lieu, eux, l'été, tous les 2 ans également. Tous les 2 ans. Mais en tout cas, les Jeux d'hiver de l'Arctique se déroulent dans l'Arctique. Donc, ça a commencé au territoire du Nord-Ouest, puis dans le Yukon, ensuite en Alaska, et ils ont eu lieu aussi au Nunavik, dans la petite ville de Schefferville. Ils ont eu lieu au Groenland, ils ont eu lieu à Iqaluit plus tard. Par contre, ils n'ont jamais eu lieu en Scandinavie, ni en Russie. Mais en tout cas, les Jeux ont évolué, ils se sont agrandis, il y a eu de plus en plus de délégations, et les événements extérieurs aussi ont eu des impacts sur l'organisation des Jeux, parce qu'en 2020, à cause de la pandémie de Covid, les Jeux ont été annulés quelques jours avant le lancement de la cérémonie d'ouverture, et les gens étaient vraiment très tristes, mais c'est quand même une mesure nécessaire au vu du contexte, vraiment. Et l'édition qui devait avoir lieu en 2022 a finalement été reportée à 2023. Parce que en 2022, la situation sanitaire était encore instable. Et à partir de 2023, en tout cas, les années d'édition ont gardé leur rythme, c'est-à-dire que 2023, elles ont eu lieu alors qu'elles auraient dû avoir en 2022, mais 2024, elles ont eu lieu comme prévu en Alaska. Et 2026, on fait un retour à Whitehorse. Et alors qu'en 2026, l'édition 2026 aurait dû être organisée par la Russie, mais entre-temps, la Russie a envahi l'Ukraine, donc a été exclue par le comité international qui organise ces Jeux. Ils ont été exclus des Jeux, il n'y aura pas de délégation russe dans ces Jeux 2026. Et comme tu dis, il y a eu un petit peu un chamboulement, parce qu'il y a des difficultés aussi dans l'organisation de ces Jeux. Là, on le voit, l'organisation peine à se projeter vers la suite. On parle de peut-être maintenant une organisation à chaque 3 ans, plus à chaque 2 ans. Je pense que c'est officiel. En fait, les prochains Jeux vont avoir lieu en 2029. Voilà, donc tu vois, il y a encore un nouveau changement. Il y a des disciplines également qui ont disparu. Je pense par exemple à la course de chien de traîneau, qui était un sport emblématique justement de l'univers arctique. Et voilà, après plusieurs couacs, notamment, où l'Alaska c'était un petit peu plein, parce que en fait les territoires, les nations n'arrivent pas à monter suffisamment d'équipes pour pouvoir concourir dans cette discipline. Et donc en 2020, il me semble, l'Alaska était pas trop contente, parce qu'ils ont dit finalement il n'y a pas eu de compétition officielle, tout le monde est reparti avec des médailles, et alors que nous on s'est préparé spécialement pour ça et tout ça. Donc cette année il n'y aura pas non plus de course de chiens de traîneau. Donc voilà, on sent que c'est un bel événement qui est attendu par tout le monde, mais ça nécessite aussi de grandes contraintes logistiques, financières et d'organisation. Donc, Oui, c'est énorme, accueillir autant de personnes et puis trouver les moyens financiers de déplacer ces jeunes. Les délégations varient d'une région à une autre, mais il faut trouver vraiment... il faut que les gens soient vraiment motivés. C'est ça. Pour pouvoir faire en sorte que ces Jeux soient une réussite, parce que sans athlètes, sans accompagnants, et sans bénévoles, oui, c'est ça. Sans bénévoles, sans l'argent nécessaire, il n'y aurait pas de Jeux, tout simplement. Allez, merci à Nelly et Brice de nous avoir fait découvrir l'origine et l'histoire des Jeux de l'Arctique. On comprend maintenant mieux d'où viennent ces Jeux et toute la tradition qui les accompagne. Mais ces Jeux ne sont pas seulement une compétition sportive. Non. Ils sont aussi un moment de partage, de rencontres et de célébration des cultures du Nord. Pour poursuivre notre émission spéciale consacrée au lancement des Jeux, nous allons nous intéresser à un aspect tout aussi important, la culture et la particularité qui rendent ces Jeux uniques. Place donc à notre deuxième rubrique. La radio francophone d'Iqaluit, c'est frette et j'aime ça. Retour dans ce studio et je rappelle que je suis avec Marine. Bonsoir Marine. Bonsoir Franck. Bonsoir Nelly. Bonsoir Franck. Et puis bonsoir Angélique. Bonsoir Franck. Bonsoir Brice. Bonsoir Franck. Allez les amis, nous sommes à la deuxième rubrique de cette émission et j'ai bien envie qu'on parle de culture et particularités uniques de ces Jeux. Donc, alors, contrairement à beaucoup d'autres compétitions sportives, les Jeux d'hiver de l'Arctique mettent autant l'accent sur la culture que sur la performance, n'est-ce pas Nelly? Oui, alors par exemple les sports arctiques et les épreuves d'aînés, les Jeux d'aînés sont des épreuves uniques à l'Arctique.
continent nord-américain qu'on retrouvera nulle part ailleurs. Okay. Et ces épreuves, elles sont vraiment ancrées dans les cultures. Dans la culture arctique circumpolaire, c'est-à-dire que les sports arctiques, les épreuves en tant que telles sont tirées d'exercices que les chasseurs inuits devaient faire pour entretenir leur force, pour entretenir leur habileté, et qui étaient directement liés à la chasse, à la patience aussi, à la dextérité pour attraper des poissons. Donc ce sont des épreuves qui sont liées à la culture traditionnelle, et c'est la même chose pour les jeux d'aînés. Les jeux d'aînés, donc le peuple d'aînés, c'est un peuple qu'on trouve beaucoup dans les territoires du Nord-Ouest. Et il y a par exemple une épreuve qui s'appelle le Snow Snake, donc le serpent de neige. C'est une épreuve qui a lieu à l'extérieur et le Snow Snake, c'est un tout petit javelot qui fait une vingtaine de centimètres, et l'épreuve consiste à le lancer le plus loin possible. Il y a des records qui ont été battus, le record notamment... je ne sais pas dans quelle édition, mais en tout cas, le record qui est indiqué sur le site des Jeux de l'Arctique, c'est 150 mètres pour ce petit javelot en bois. Et en fait, le mouvement qu'il faut faire est directement lié à la chasse au caribou, parce qu'il faut s'entraîner pour ce genre de geste, avoir du succès à la chasse au caribou. Donc, les épreuves, non seulement des sports arctiques, mais des jeux d'aînés, ce sont des gestes, des habiletés qu'on retrouve encore lors des épreuves de chasse et de pêche dans l'Arctique, chez les peuples inuits et les peuples d'aînés. Et d'ailleurs, c'est important, enfin en tout cas, je trouve ça important de noter que les sports arctiques et les jeux d'aînés ont leur propre cérémonie d'ouverture le lundi matin, qui sera très ancrée dans la culture d'aînés et dans la culture inuit. C'est vraiment des marqueurs pour montrer que c'est unique. Ces deux épreuves-là sont vraiment uniques et ancrées dans la culture. Il y a le sport, mais il y a aussi la culture pour ces épreuves-là. Avec ta permission, je tiens à souligner quand même que ces épreuves restent quand même traditionnelles. Ouais, c'est très très important de le rappeler. Oui. Par exemple, dans les sports arctiques, tout ce qui est coup de pied, où il s'agit d'essayer de toucher une petite boule de phoque à des hauteurs le plus haut possible, finalement, avec un coup de pied à deux pieds. Ça, c'est des habiletés de chasse sur la banquise. Voilà, mais ça, c'est en fait... Tu parlais justement de culture inuite, tradition inuite, c'est ce qu'on ressent également au Nunavut, où justement cette dimension culturelle, elle est là. Nous, avec le Nunavois, on a discuté avec des jeunes participants. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les articles de Karine à ce sujet sur le nunavois.ca, mais tout le monde nous dit, qu'est-ce que vous attendez de ces jeux ? C'est représenter ma culture à tout le pays. Donc voilà, il y a vraiment cette envie de retrouver les racines inuites, les racines autochtones, de les montrer, parce que ce sera quelque chose de diffusé sur la scène internationale grâce à du broadcasting, de la diffusion en direct. Donc oui, il y a le gala culturel qui aura lieu le 12 mars aussi également, est très important pour la délégation Nunavummiut, parce que voilà, il y a toute une chorégraphie, un spectacle de ce qu'on appelle le kilaut, le tambour inuit, qui représente un des grands pans de la délégation Nunavummiut. Et donc voilà, comme tu le disais Franck en introduction de cette rubrique, on met presque plus d'importance sur la dimension culturelle que sur les résultats en eux-mêmes. Et donc ouais, c'est cette partie-là, justement, avec tout l'historique, tout le passé qui résonne encore dans les habitudes et les coutumes, les mœurs, les traditions inuites et autochtones. C'est important justement de montrer encore ce côté... je ne vais pas dire identitaire, mais plutôt cette identité à valoriser à travers tout le Canada. Et d'ailleurs, il y a la collaboration, la culture et la collaboration que l'on voit particulièrement pendant certaines épreuves des sports arctiques, où les athlètes qui ne font pas partie des mêmes délégations se donnent des conseils, littéralement, pour que leur adversaire puisse toucher la boule. Oui, il y a un échange de savoir. Il y a un échange, et puis en général, c'est pas forcément avec des mots. Moi, je l'ai vu dans les Jeux de l'Arctique en Alaska, c'est des gestes pour montrer ton pied n'est pas bien placé, ton pied, tu pourrais le mettre dans telle position. Et les entraîneurs aussi peuvent donner des conseils à des athlètes qui ne font pas partie de leur délégation. Donc c'est vraiment une collaboration unique qu'on ne verra jamais aux Jeux Olympiques, par exemple. C'est vraiment quelque chose de beau à voir, en tout cas. Tant que c'est traditionnel, ça reste vraiment beau. Tu aimerais dire quelque chose? Oui, je pense juste côté culture, on peut voir, si je me rapporte à 2012, il y avait un groupe de breakdance qui était là au gala.
Et après ça, ils ont voulu continuer. Donc, ils ont fait des collectes de fonds pour aller faire du breakdance à Montréal. Donc, on voit ça plus tard. Et la Claire Ness, qui est la productrice culturelle, a déjà participé au jeu aussi au début des années 2000. Donc, l'engagement des jeunes qui participent au jeu veulent continuer leur engagement au jeu, soit quand ils sont adultes ou pour appuyer. Et c'est 2 soirs de gala. Et il va y avoir des danses, des chants de tambour, des chants de gorge, des masques, du théâtre, du cirque et beaucoup d'autres surprises que nous dit Claire. Donc, elle était très excitée de présenter ça. Et c'est ça, le côté sport, mais vraiment côté culture aussi qui est important au jeu. D'accord. Brice, et ces jeux, ils se vivent aussi en français, Marine, non? Ouais. Oui, alors on peut parler de la francophonie, bien sûr, parce que ces jeux, ils se déroulent, oui, au Yukon, mais donc, dans le fond, c'est au Canada, pays bilingue. Donc, on a une particularité par rapport aux événements qui vont se dérouler, notamment en Alaska ou dans un autre pays. Donc, ici, particulièrement cette année, tout à l'heure, Nelly nous parlait des jeux de 1972, les premiers jeux à Whitehorse. On n'a pas les archives nécessairement, mais je ne pense pas qu'il y avait autant de Français présents, autant de langues françaises présentes dans ces jeux-là. Cette année, ici, on voit un guide, programme souvenir, il y a eu une édition 100% française. On a aussi un site web qui est bilingue. On a un MC ce soir à la cérémonie d'ouverture, Reed, qui va faire la voix off bilingue, donc une cérémonie d'ouverture qui inclut aussi la langue française pleinement. Donc, on va voir un peu comment ça se passe au sein des compétitions, etc. Mais au moins, dans la volonté, on a vraiment vu une belle... un beau tournant vers la francophonie. Il y a évidemment eu un beau soutien du gouvernement du Yukon qui aide avec la direction des services en français. Également, il y a un soutien de l'association francophone, l'association franco-yukonaise qui a aidé aussi. Donc, on voit vraiment un effort collectif envers la francophonie. Ça se ressent aussi au sein de notre délégation du Yukon. La délégation du Yukon compte plus d'un quart de ses participants qui est francophone et qui est francophone de première langue, ou alors qui a juste mentionné qu'ils sont capables de répondre aux médias en français. Donc ça démontre quand même une belle fierté de ces jeunes, de dire, oui, moi aussi, oui, c'est ma seconde langue. On parle souvent d'insécurité linguistique. Moi, de voir qu'il y a beaucoup de jeunes de français langue seconde qui se sont identifiés comme francophones, ça me fait vraiment plaisir. Ça montre que on va dans le bon sens, et en plus le français représente pour eux une nouvelle corde à leur arc qu'ils veulent vraiment utiliser pour évoluer dans leur parcours sportif, dans leur parcours culturel. Donc oui, un beau côté francophone au niveau culturel de ces jeux. Ah mais c'est correct. Alors moi j'ai envie de savoir, pour vous ici dans le studio, commençons par Angélique, qu'est-ce que ça te fait de voir une communauté francophone à ces jeux? Ça me fait chaud au cœur. Je pense qu'on est francophone dans le cœur et dans l'âme. Et comme Marine a dit, de voir que des jeunes en immersion française se sont auto-identifiés en tant que francophones. C'est ça. Dans les équipes de hockey, il y a à peu près la moitié des jeunes qui peuvent parler français. Donc, quand je l'ai su, j'ai dit on va parler en français maintenant aussi. Donc, de voir cette importance-là et cette reconnaissance aussi. Et je voudrais mentionner aussi que la chef de mission adjointe de l'équipe Yukon, Lucy Steele-Masson, est francophile. Okay. Donc, quand j'ai fait son entrevue avec elle, c'était en français. Et donc, je pense quand on a des gens à haut niveau qui ont cette reconnaissance-là de l'importance du français, ça découle aussi vers le bas. Ouais. Donc, moi, ça me fait chaud au cœur de voir cette francophonie-là vivante et dynamique. Ça se voit dans ta voix. Allez, Brice, et toi? On nous avoue aussi, on n'est pas en reste au niveau francophonie. On sera certainement pas le plus gros contingent de francophones dans ces Jeux d'hiver de l'Arctique, mais voilà, on a quelques... je pense par exemple au club de ski, donc Iqaluit Ski Team et Nunavut, ainsi donc Nunavut Ski Team, à quelques francophiles aussi dans sa délégation. Donc non, ça va être très intéressant de les suivre, et puis aussi de voir un petit peu le sentiment d'appartenance linguistique qui, nous, du côté du Nunavut, se traduira plus par l'Inuktitut, mais voilà, il faut pas oublier aussi qu'il y a deux petits jeunes francophones
jeunes qui sont là, même des Franco-Inuk aussi pour certains. Donc ça va être, moi j'ai aucune idée du nombre qu'il y aura. Je vais voir, ça sera un petit peu sur le terrain, la surprise. Je vais pas donner d'estimation, mais voilà, il y a des jeunes qui sont aussi fiers d'être francophones au Nunavut et francophiles, et donc on va essayer d'aller les trouver pendant ces quelques jours d'épreuve. C'est ça. Alors parlons de fierté, je tiens à rappeler que le Nunavut a quand même envoyé le Nunavois et CFRT pour couvrir ces jeux-là. Donc on a décidé de venir. On a décidé de venir. Allez, on se retourne vers Nelly. Oui, Nelly, pour toi, ce sentiment-là. C'est, comme disait Angélique, ça fait chaud au cœur de voir que finalement les deux langues officielles, elles sont vivantes et elles sont présentes durant ces Jeux, même si c'est dans l'Arctique. Les territoires arctiques sont francophones, francophiles. Et ça me rappelle une entrevue que j'ai faite avec 2 jeunes lutteuses en Alaska il y a 2 ans qui étaient en immersion. Et c'est leur coach qui était anglophone qui m'a dit: je suis sûre qu'elles ont plein de choses à te raconter, elles sont en immersion, elles voudraient parler en français avec toi. Et du coup, on a fait cet échange, c'était après qu'elles se soient mesurées à d'autres athlètes. Donc il y avait encore cette excitation après le jeu. Elles étaient contentes de pouvoir montrer à quel point elles étaient fières d'elles, mais aussi de faire partie de cette Team NT, de l'équipe des territoires du Nord-Ouest en Alaska. Donc voilà, c'est très chouette à voir. Ok. Je pense que c'est parfait, tout a été dit, à moins que Marine veut rajouter quelque chose sur le sentiment d'appartenance. Je pense que tout a été dit au niveau du sentiment d'appartenance. Je pense que ces jeux sont très importants, que peu importe la langue qu'on parle et la culture qu'on veut représenter, Inuk, francophone, Yukonais, et je pense que c'est un peu le thème de l'éditorial de l'Aurore boréale qui est en ce moment dans les points de distribution, qui se dit faire équipe. Dans le fond, ce qui ressort pour moi beaucoup, c'est que les jeunes font équipe. Moi, je suis la maman d'un jeune athlète. Ce matin, le jeune athlète en question s'est rendu compte que juste à côté de chez nous, il y avait l'équipe SAPMI qui était déjà hébergée dans l'école à côté et n'avait qu'une envie, c'était d'aller les rencontrer. Donc, oui, il y a un sentiment de compétition pour la performance, mais comme tu l'avais introduit, ces jeux, c'est au-delà du sentiment de compétition, c'est au-delà de la performance, c'est vraiment des rencontres culturelles. Alors, moi, je pense que ce qu'il faut retenir ici, en résumé, ces jeux sont à la fois une compétition sportive et une célébration vivante de l'identité nordique d'abord. Et puis, pour comprendre concrètement ce que représentent ces jeux, je pense qu'il est important pour nous d'avoir un retour d'expérience de ces jeux-là. Et puis, question de parler de comment c'était avant, comment c'est devenu maintenant, et puis comment ça sera par la suite. Donc, je vous propose de partir à la 3e rubrique de cette émission. Et là, on va parler des témoignages. Donc, jingle, et puis on se reparle juste après. CFRT. CFRT, La radio francophone d'Iqaluit, ouverte sur le monde. Retour dans ce studio, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez entendu, vous avez compris, oui, vous avez noté toutes ces informations-là, et puis j'espère que tout se passe bien aussi chez vous. Et je rappelle que je suis dans ce studio avec Marine. Oui, Franck. Comment ça se passe? Ça se passe très bien pour l'instant, on est très contents. Qui est là aussi. Ça va toujours bien. Ouais, j'espère. Et il y a Brice qui est là. Ça va toujours aussi, ouais. Je failli m'endormir, pardon. Et avec nous, celle-même qui a l'historique de ces jeux, oui, de ces jeux de l'Arctique, elle s'appelle Nelly. Et je suis toujours là. Ouais. Alors, après Nelly qui a fait l'historique, et puis Brice qui a donné toutes ces informations, après la mère fière de son fils qui participe à ces jeux, j'ai bien envie que vous partagez avec nous quelques expériences que vous avez vécues, vous qui êtes habitués à ces jeux. C'est vrai que vous allez partager avec nous dans ce studio, mais avec ces auditeurs qui nous écoutent. Et puis, pour parlant d'expérience, j'aimerais qu'on commence quand même par Angélique. Angélique, quelle expérience as-tu de ces jeux-là? Moi, en fait, j'ai été bénévole aux Jeux de 2000. J'ai plus mon manteau, mais qui est maintenant vintage. Et en 2012, j'avais un petit de 1 an, donc j'ai suivi un peu de loin, mais ma mère était venue de Montréal pour faire du bénévolat à ma place pendant les Jeux de 2012. Et en 2023, j'ai eu l'occasion de participer aux Jeux de Wood Buffalo à Fort McMurray en tant que commissaire du Yukon. Donc, j'ai eu la chance de participer et de rencontrer mes collègues de Nunavut et de TNO. Et on a participé aux cérémonies d'ouverture avec les athlètes et les cérémonies de clôture aussi avec les athlètes. J'ai eu la chance de participer aux nombreux événements culturels.
Et aussi, c'était une des premières fois où il y avait des activités sur la réconciliation. Et il va en avoir une cette année aussi, mardi le 10, au Centre culturel d'Equan-Linden. Et je crois que quand on parle d'évolution, c'est quelque chose qui est ressorti aussi. Maintenant, on entend la reconnaissance des terres traditionnelles, on reconnaît l'importance des Premières Nations à la survie dans le Nord. Donc ça va être important. Donc, j'invite les gens qui sont à Whitehorse d'aller faire un tour au Centre des Jeux, au Centre culturel d'Equan-Linden le 10. Alors, Angélique, je pense que tu ne vas pas nous échapper comme ça, parce que là, on a parlé d'expérience et tu nous as dit que tu étais bénévole. Ce que j'ai envie de te poser comme question, comment on se sent dans la peau du bénévole dans ces jeux-là? Qu'est-ce qu'on y fait? On y fait plein de choses. Moi, j'avais aidé à faire les horaires et on offrait un peu de traduction et d'interprétation aussi. Les débuts du français au jeu. Mais j'étais sur place et on offrait de l'information aux gens qui venaient nous voir. Et qu'est-ce que ça fait d'être bénévole? On représente notre territoire, on représente notre ville auprès des gens qui viennent. Les gens du nord du Québec qui nous entendaient parler en français. Il y a du français au Yukon, et là tu commences, le Yukon, il y a plein de francophones, donc c'est vraiment... C'est la fierté d'être capable puis de montrer ça. Et aussi, donc cette fierté-là. Puis j'ai pu voir ça aussi en tant que l'autre côté, en tant que dignitaire, de voir que les bénévoles sont là, ils jouent. Et donc c'est ça, j'ai eu la chance d'assister au jeu. En tant que commissaire, puis de participer aux différentes réceptions aussi et de remettre des houlous, qui sont les médailles. Et encore là, d'être capable de parler du Yukon et de mon rôle. Ouais, c'est top. J'imagine que ce sont des expériences que tu aimerais revivre. Tout à fait. Voilà. Allez, Marie. Franck, tu parlais de justement la dimension des bénévoles, l'importance des bénévoles. Moi, j'ai pas été là au Yukon quand il y a eu des jeux en 2000. J'étais pas encore arrivée, et en 2012, j'étais en voyage. Mais j'étais bénévole pour les Jeux du Canada qui ont eu lieu en 2007. Et bénévole, donc oui, il y a de la traduction, il y a tout ce qui se passe avant. Puis il y a plein de tâches qu'on n'imagine pas, pour lesquelles il faut des bénévoles. Gérer les parkings. Moi, en 2007, je changeais les sacs de poubelle. Je faisais partie de l'équipe. Mais ça fait rire, c'est clair. C'est pas la tâche la plus gratifiante. Mais ça faisait partie... On était sur l'équipe environnement. On s'assurait que dans les sacs de compost, il y avait bien du compost, etc. Donc pour moi, c'était quelque chose d'important. Et s'il y a personne qui le fait, ça se fait pas. Il y a pas des fées et des petits elfes qui vont faire les tâches. Ça prend... Les fées et les petits elfes qui font tout ce que les jeux nous proposent cette semaine, ça repose sur 2000 bénévoles en ce moment. Donc 2000 bénévoles. C'est énormément de temps. Toutes les tâches qui ont été faites à l'avance, toutes les tâches la retransmission, les jeux vont retransmettre aussi des choses sur les médias sociaux. Ça se fait par des bénévoles. Il y a énormément de tâches. Donc, si vous voyez des gens avec des manteaux qui ont deux couleurs de bleu turquoise et bleu foncé, ce sont des bénévoles. Dites-leur merci, parce que sans ces bénévoles-là, il n'y aurait pas ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Bravo à vous, et je pense que c'est encouragé. Et puis ce que je retiens ici, c'est que quand on accepte d'être bénévole, il n'y a pas de tâche particulière, il faut accepter toutes les autres tâches. En tout cas, félicitations à vous. On peut refuser. Pour 2007, on m'avait inscrite, mon ami m'avait inscrite comme mascotte. Et j'ai refusé. J'ai ouï dire que tu avais accepté le poste en 2026. Pour le 2029, peut-être, on verra. En tout cas, très belle expérience. Et puis, je voulais qu'on se tourne aussi vers Nelly, qui a une expérience aussi particulière que celle du bénévole. Oui, alors moi, j'ai découvert les Jeux de l'Arctique en 2012 à Whitehorse. J'étais ni bénévole, ni journaliste vraiment à cette époque-là. J'étais spectatrice. Et je me souviens avoir ressenti un choc quand je suis arrivée durant les épreuves des Jeux d'aînés, les endgames, les jeux de main. C'est le bruit du tambour qui m'a complètement accrochée et j'ai été obnubilée par l'ambiance, mais c'était une ambiance vraiment survoltée. Et je n'arrivais pas à partir, à me décrocher. Je voulais voir ce qui se passait. Je regardais ces drummers qui transpiraient tellement. Ils mettaient de l'énergie et du cœur à faire leur travail il faut encourager les gens qui jouent. Et du coup, c'était ma première rencontre
avec les Jeux de l'Arctique. Et en 2024, je suis partie pour le compte de Mediaténois en Alaska pour couvrir ces Jeux. C'est la première fois que je couvrais les Jeux en tant que journaliste. Donc là, l'expérience est vraiment différente parce qu'on arrive dans un pays, on arrive en Alaska. J'ai fait 2 jours de route complet. Je suis arrivée 1 heure après la fin de la cérémonie d'ouverture parce que je ne pouvais pas rouler plus vite et que la route, honnêtement, elle est compliquée avec la fonte du pergélisol. C'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais se rendre en voiture en Alaska, c'est compliqué, c'est dangereux aussi. Donc je suis arrivée dimanche soir très fatiguée, mais je me dis, allez, c'est parti, à partir de lundi, je suis toutes ces épreuves. Et les sports arctiques notamment parce que je trouve que c'est le seul moment où on peut voir ce genre d'épreuves circumpolaires, vraiment de l'Arctique circumpolaire, épreuve internationale. Ce qui m'a marqué, c'est les snacks de viande de baleine qui passaient d'une main à l'autre dans les gradins. C'est les personnalités qui sont arrivées, la gouverneure générale Mary Simon qui s'est présentée à un moment donné le lundi matin, puis je prenais des photos, je dis ok, il y a la gouverneure qui est là dans les gradins, l'échange de pins entre les athlètes, le gala culturel qui était incroyable avec un défilé de mode arctique, des vêtements magnifiques en fourrure, des vêtements plus contemporains en peau de phoque. J'ai découvert un groupe de musique contemporain, Yupik. Enfin, vraiment, c'est vraiment une découverte là de la culture arctique de l'Alaska. Et c'est pour ça que je suis très excitée de pouvoir faire cette deuxième couverture ici et découvrir. Ouais, j'imagine. Ça sera mon œil de journaliste évidemment, mais de découvrir ces jeux. Puis comme on n'a pas eu nos jeux en 2020, il y a quand même une excitation à montrer que voilà, on va être les hôtes de cette édition-là. Bah ouais, parfait. Brice, souvenir, expérience? Moi, j'ai pas de souvenir ni d'expérience puisque je suis trop jeune au Canada. Je suis arrivé il y a à peine un peu plus de 3 ans, même pas, un peu moins de 3 ans. Mais moi, c'est plutôt une anecdote qui nous concerne. Au Nunavut, tout à l'heure, on parlait de défis, de contraintes, etc. Moi, c'est la résilience et les conditions dans lesquelles doivent se préparer nos athlètes, notamment au Nunavut, mais je pense que c'est des scénarios qu'on doit retrouver un petit peu partout ailleurs. C'est des petits miracles pour s'entraîner, pour pouvoir participer aux Jeux en permanence, parce que je pense par exemple à l'équipe de ski au Nunavut qui n'a pas pu s'entraîner tout le mois de décembre. Je vais vous dire pourquoi, la question c'est assez bête. À cause de la météo. Alors c'est soit il fait trop froid, soit il fait trop doux et il n'y a pas de neige. Alors nous, en plus en Nunavut, on a une situation un peu plus particulière, c'est-à-dire que nous on fait beaucoup de ski de fond sur la banquise, sur la glace de mer, mais en attendant, quand la baie n'est pas gelée, il faut s'entraîner dans la toundra. Le cross-country, donc beaucoup ce qui se pratiquait notamment dans la toundra à Iqaluit. Et cette année, le club a rencontré beaucoup de difficultés pour s'entraîner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu assez de neige, il y a eu beaucoup de vent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à retenir la neige sur les pistes qui étaient dédiées, donc ils n'ont pas pu s'entraîner, ils ont pu concourir qu'une seule fois avant de disputer ces jeux. C'était la semaine dernière à Gatineau. Puis il y a eu des tensions avec la mairie aussi qui veut pas trop d'un club de ski, enfin disons que voilà, ils ont eu le malheur de déplacer des palettes pour retenir un petit peu la neige. La mairie a dit non, vous devez demander l'autorisation. Les gens ont mis des photos sur Facebook parce qu'ils disaient vous n'avez pas le droit de déplacer ces palettes, ça appartient à tout le monde. Donc ils sont dans un contexte, dans un territoire inuit où tout appartient aux Inuits et en même temps il faut s'entraîner, trouver le bon compromis, et c'est quelque chose qu'on va retrouver pour toutes les autres disciplines de plein air où on est très dépendant du climat et ensuite voilà, donc je tire mon chapeau, moi, à cette équipe de ski qui chaque 2 ans s'envole dans des conditions assez précaires sans avoir pu s'entraîner. Donc tu vois, tu peux te dire, ces jeunes, ils ont beaucoup de courage parce qu'ils se disent on va prendre une raclée partout où on va aller concourir parce que on peut pas s'entraîner. C'est pareil pour le judo, donc eux c'est pendant les Jeux d'été, mais ils n'ont pas beaucoup l'occasion de concourir face à d'autres concurrents. Donc j'admire cette résilience et ce courage dont font preuve chaque jeune athlète, parce que c'est une expérience marquante pour eux de participer à un tel événement si jeune, tout ça. Donc on a envie d'arriver dans les meilleures conditions, et des fois les meilleures conditions ne sont pas forcément réunies, on arrive en conditions tout court, donc voilà, moi je dis chapeau. Je pense qu'on va, comme tu l'as dit, on va leur tirer le chapeau et puis essayer de croiser les doigts aussi pour eux afin qu'ils puissent arriver le plus loin possible dans cette compétition. On a quand même des chances de médaille, comme je dis, ils font des petits miracles tous les jours, donc bravo eux. C'est ça. Bon ouais, là je pense que c'est bon, expérience, plus personne n'a quelque chose à dire.
on en a marre là, on a faim, on va aller manger maintenant. Ben bon, d'accord, je pense que là, nous allons partir directement pour vous parler de ce que Connexion Arctique a prévu pour les auditeurs. Si vous êtes prêts, je pense qu'on va passer au jingle et puis on se repart juste après pour parler de ce qui est prévu comme dispositif au sein de Connexion Arctique pour ces jeux. À tout de suite. La radio francophone d'Iqaluit, c'est frette et j'aime ça. Si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, sachez que vous suivez l'émission spéciale Connexion Arctique à l'occasion des Jeux de Whitehorse 2026. Et puis à cette occasion, qui est l'édition 2026, Connexion Arctique met en place un dispositif spécial pour vous faire vivre ces Jeux plus près. Allez, qu'est-ce qui est prévu officiellement auprès du Nunavut? Oui, le Nunavut, on a prévu pas mal de petites choses pour vous faire vivre ces Jeux quotidiennement. Donc on va essayer le maximum possible de vous faire au moins 1 ou 2 articles quotidiens publiés sur notre site web, le nunavut.ca. Il y aura également des capsules vidéo, des petites entrevues. Et puis on va voir, peut-être qu'après on arrivera à condenser tout ça dans une édition spéciale. Je suis en train d'y réfléchir, mais en tout cas, ce qui est d'ores et déjà assuré, c'est de vous rendre sur nos médias sociaux et sur notre site web tous les jours pour suivre un petit peu ce qui s'est passé à l'échelle du Nunavut. Un bon contenu vous attend, c'est tout. Bon, je sais pas, je vais pas m'auto-juger, je laisserai libre juge notre lectorat qui pourra me dire si c'était bien ou si c'était pas bien. D'accord, merci Brice. Allez, on se tourne vers Nelly. Oui, Nelly, qu'est-ce qui est prévu? Alors moi, je vais faire des retours en images, beaucoup de photos, des entrevues d'entraîneurs, d'athlètes, dans la mesure du possible, des topos aussi sur les journées qui se sont déroulées, où en sont nos équipes territoriales, le nombre de médailles, si certaines équipes se démarquent particulièrement, s'il y a des parcours qui sortent vraiment de l'ordinaire pour cette édition, et un retour en images pour l'édition de la semaine après les Jeux, avec les plus belles photos de cette édition des Jeux de l'Arctique. Alors ça promet. Oui. Bah ouais. Allez, pour finir ce programme, retournons-nous vers Angélique. Angélique qui est journaliste et gestionnaire de contenu. Angélique, qu'est-ce qui est prévu à cet effet? Ben nous, on a déjà eu notre édition spéciale du 26 février avec un bon 10 pages de sport. Et pour notre édition du 26 mars, ça va être un retour en images avec des photos qu'on va avoir prises pendant la semaine. Aussi, il va y avoir des photos sur notre page Facebook. Donc, Marine et moi, on va se promener dans les différentes épreuves sportives, prendre des photos. Et on invite les gens à venir nous dire bonjour s'ils nous voient. Ouais, on va les prendre en photo. Alors, c'est cool. Moi, au niveau de CFRT, je pense que chaque midi, dans Midi Nordique, nous allons donner le programme de chaque journée. Et puis, essayer de voir s'il est possible de recevoir quelques compétiteurs en interview qu'on diffusera aussi dans Midi Nordique. Et puis, chaque jour, vous aurez quand même le programme et puis les résultats et puis tout ce qui fait l'actualité ici de ces jeux. Voilà, c'est ce qui est prévu au niveau de CFRT. Bon, voilà, je sais pas, tout a été dit, mesdames et messieurs. Oui. Ouais, tout est correct. Correct. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission spéciale consacrée aux Jeux d'hiver de l'Arctique à Whitehorse. Aujourd'hui, nous avons découvert l'histoire. Oui, merci à Nelly. Ouais, c'était très très impressionnant. Et Brice qui t'a accompagné dans ces informations-là. Merci, bravo. Mais je vous avoue que moi, j'ai appris énormément beaucoup de choses. Oui, parce que moi, je connaissais pas les Jeux de l'Arctique. Il faut être sincère et clair. Mais grâce à vous, j'ai pu comprendre l'évolution. J'ai pu comprendre quelques tenants et aboutissants. Quelques tenants et aboutissants. Mais peut-être que tu peux essayer de monter ta propre équipe, Franck, pour dans les prochains Jeux dans 2 ans. Franck, il sera capitaine du Nunavut du team des chiens de traîneau. Franchement, je te mets au défi, dans 2 ans, je veux te voir en Alberta. En tout cas, aujourd'hui, nous avons découvert l'histoire de ces Jeux-là, leur dimension culturelle unique et l'expérience humaine qu'ils représentent pour nos jeunes du Nord. Et vraiment, je tenais à saluer tous ces personnes qui ont participé à cette émission-là. Et puis, comme je tenais à vous saluer aussi, c'est important que vous donniez vos différents mots de fin pour conclure cette émission. Je me dirige directement vers Nelly. Ouais. Moi, je souhaite d'excellents jeux à tout le monde, que vous soyez sur place ou à distance. J'espère que la passion, l'entrain, la connexion, l'enthousiasme des jeunes se retranscrira dans nos entrevues, dans nos articles, dans nos photos. Et puis bon jeu à tout le monde. Merci Nelly, c'est très très gentil. Marine a un dernier mot pour vous?
Merci beaucoup à CFRT d'être ici avec nous. Merci à Média Ténois, merci à Nunavua. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir dans notre beau territoire du Yukon. Brice. Oui, tout a été un petit peu dit, mais allez, je vais essayer de trouver quelque chose d'original. Trouvez la voie, oui, suivez cette lumière qui vous amène sur nunavua.ca. Ouais, ouais, carrément. Allez, on finit ce tour de table avec Angélique. Ouais, Angélique. Moi, je souhaite de belles rencontres, de belles découvertes et de vivre l'hospitalité du Yukon et de voir de belles aurores boréales. Bah ouais, carrément. On va pouvoir faire un concours. Qui du Nunavut et du Yukon a les plus belles aurores boréales? Allez, merci à Marine qui est la directrice de l'aurore boréale. Merci à Nelly qui est journaliste, gestionnaire de Connexion Arctique. Merci à Angélique qui est journaliste et gestionnaire de contenu à l'aurore boréale. Et merci à Brice qui est le rédacteur en chef du Nunavua. Merci à tous ceux-là qui nous ont écoutés. Merci d'avoir pris un peu de votre temps pour écouter cette émission. On espère que vous vivrez ces jeux sur toute la connexion. Est-ce que je peux rajouter un souhait? Ouais, si vous connaissez quelqu'un qui loue une voiture à Whitehorse, appelez-nous s'il vous plaît. Carrément. Allez, mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous. Merci Brice, merci Nelly, merci à toi Angélique. Et puis c'était une très très belle émission. J'espère qu'on va se revoir dans ce studio encore pour d'autres émissions. Pourquoi pas faire l'émission finale lorsqu'il y aura la finale de ces jeux-là. Et puis dans tous les cas, nous sommes là, nous travaillons pour vous. Et n'oubliez pas, connectez-vous à Connexion Arctique. C'est là que vous aurez toutes les informations. Merci à toutes et à tous. Et puis bon après-midi chez vous. Et puis vive les Jeux de l'Arctique. Et puis vive la Connexion Arctique. Bye bye. Au revoir. The odds are high, I know that game. The struggle's in my bones. Been climbing mountains all my life. I rise, I stand, I grow. We've got fires across the tundra. Ice held for 1,000 years. We are stars in the distance. Electric in the atmosphere. Oh, we are together. We are the brilliant midnight sun. Oh, we shine forever. We are the beating of the drum. When the price is